Ouais, et une occasion de louper, quoi. Le mail de bienvenue, moi, il me semble que c'est 90 de taux d'ouverture, 3 à 4 fois plus supérieur au mail standard. Donc c'est vraiment l'occasion que ton lecteur, tu l'as, il te lit, il lit le mail de bienvenue, donc autant s'en servir, quoi. La règle des 1, c'est une cible, une intention, un message. Donc une Oui, cible, il faut savoir à qui tu parles, un nouveau client ou quelqu'un qui s'inscrit pour ta newsletter, est-ce qu'il te connaît ou pas? Plus tu connais ta cible, plus tu pourras te délivrer un message pertinent. Il y a une intention, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux faire avec ce message? Construire, une relation de confiance? Est-ce que tu veux pousser à un nouvel achat? C'est bien de le savoir parce que sinon tu écris pour écrire et il se passe rien, quoi. Et le troisième c'est un message. Donc ça, c'est le plus technique, c'est qu'est-ce que tu mets concrètement dans ton mail? Qu'est-ce que tu racontes, quoi? Je pense que c'est hyper important à avoir en tête, une cible, une intention, un message, c'est la base, quoi. si le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire les erreurs soi-même, le moyen le plus rapide est encore de se nourrir de l'expérience des autres. Dans ce podcast, vous découvrirez tour à tour des invités inspirants, débutants ou vétérans du e-commerce, mais aussi des experts pour vous éclairer dans vos choix techniques, en vous montrant les chemins les plus courts et les plus sûrs vers vos prochains succès. Il est temps de lever le voile pour découvrir l'envers du décor. Bienvenue dans les secrets du e-commerce, la voie vers votre prochain million. Devinette. Qui est-ce qui a 90% de taux d'ouverture, qui accélère ton cycle de vente et augmente tes réachats, mais que 4 entreprises sur 5 n'exploitent pas du tout? On va découvrir ce secret ensemble, un secret bien trop sous-estimé. Grâce à Duncan Lacoste, copywriter, spécialiste e-commerce, tu vas découvrir comment augmenter tes réachats, comment accélérer ton cycle de vente, comment diminuer tes abandons paniers, et enfin comment présenter plus d'offres sans fâcher tes clients. Et on va persuader avec les mots. Et c'est du haut de son expertise que Duncan nous dévoile les secrets des séquences de bienvenue, que vous connaissez peut-être aussi sous les noms de email d'onboarding ou encore séquences d'endoctrinement. Mais rassure-toi, on n'est pas là pour étaler notre science. Dans cet épisode technique, on y parle chiffres, mais aussi exemples concrets. Grâce aux chiffres, tu vas vite réaliser que tu es assis sur une mine d'or. Et grâce aux exemples concrets, tu vas pouvoir exploiter ce filon qui n'attend que d'être récolté. En somme, les séquences de bienvenue, c'est un gros hack pour accélérer ta croissance. Et d'ici la fin de cet épisode, je te promets une chose. Construire une séquence n'aura plus de secret pour toi. Tu seras outillé pour construire une séquence en béton armé. Tu sauras quand envoyer la séquence, quoi mettre dans les emails, combien d'emails envoyer, comment écrire les emails et de quelle longueur. Mais ce n'est pas tout. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Car Duncan nous livre aussi ses meilleures astuces et nous lâche son framework pour éviter la page blanche. Alors si tu veux augmenter facilement ton chiffre d'affaires, on se dit à tout de suite dans le podcast. Ah, et avant que j'oublie, si tu ne devais retenir qu'une chose, les séquences de bienvenue, ça sert à ça. À faire acheter plus, et à faire acheter plus souvent. Alors, bienvenue à tout le monde dans ce nouvel épisode, podcast Les secrets du e-commerce. Donc aujourd'hui, j'ai invité un technicien, on va dire, qui va vous expliquer pourquoi, comment vous devez faire des séquences de bienvenue, pourquoi c'est important pour votre business. Et si vous voulez faire du chiffre, au moins, si vous voulez fidéliser les clients, mais je ne vais pas en dire plus. Je vais laisser Duncan se présenter. Duncan, bienvenue. Bah, merci de m'avoir invité. Donc, Je t'en oui, prie. je vais me présenter, je m'appelle Duncan, je suis, du coup copywriter. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la partie rédactionnelle du marketing, on va dire. C'est l'art d'écrire, pour persuader, on dit ça souvent. Donc voilà, je suis copywriter, pour notamment des marques, e-commerce. Avant, ça fait plus d'1 an que je suis copywriter et j'ai pas mal bossé avec des infopreneurs au début. Maintenant, je bosse avec des e-commerce, donc les mails, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose que je manie au quotidien, donc c'est pour ça qu'on avait décidé d'en parler avec toi, Sébastien, pour cet épisode, d'aujourd'hui.
Tout à fait. Alors, je vais rappeler le contexte que nous deux connaissons, mais personne d'autre connaît. Comment nous est venue l'idée de faire ça ensemble? C'était suite à un post LinkedIn que j'avais publié, où je disais dedans, je vous le lis, je l'ai sous les yeux. Là. Donc, email marketing multiplie tes ventes par 4, les 5 essentiels à connaître. Donc, premièrement, optimise ta séquence post-achat, ta séquence de bienvenue, ta séquence d'abandon au panier, optimise l'incitation à s'inscrire à ta newsletter, et je finissais par optimise ta séquence d'abandon de navigation. Donc le numéro 2, c'était optimise ta séquence de bienvenue, et toi, tu avais commenté dessus, et c'est là-dessus que c'est parti, on s'est dit, on a de la valeur à donner, c'est parfait, pourquoi pas partager ça dans un podcast, au plus grand nombre. Donc ça, c'est comment c'est venu. Est-ce que tu peux nous dire à quoi sert la séquence de bienvenue? Est-ce que tu saurais l'expliquer plus simplement? C'est un exercice qui est toujours difficile, Ouais, expliquer simplement. c'est vrai que ça peut servir à plein de choses, mais en fait, pour moi, dans la majorité des cas, parce qu'effectivement, il y a plein de cas différents sur, plein de séquences de bienvenue différents et mails de bienvenue différents. Pour moi, c'est vraiment un petit peu la première impression que peut avoir, ton Mmh. audience, ou ton client de toi. C'est-à-dire que si c'est juste et ça on en a déjà parlé, tous les 2, si c'est juste un mail de, confirmation d'inscription, Oui. ça fait pas bonne impression. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est l'entrée dans ton univers, dans ton branding, dans ta proposition de valeur. C'est vraiment la première impression que va avoir bah, ton lecteur, Ouais, quoi, tout le simplement. prospect ou le client, ça dépend, ouais. Comme tu dis, on plaisantait là-dessus, c'est l'email de bienvenue qui dit merci de vous être inscrit, voilà votre bon de réduction et salut. J'en ai encore reçu un hier, parce que faut savoir que je le dis pour ceux qui nous écoutent, que, en tant que copywriter, je m'inscris beaucoup à tous les sites e-commerce, toutes les mails un peu pourris, et qu'il peut y avoir. Enfin, pas pourris, mais dans le sens, en quantité, quoi. Je prends à boire et à manger et hier encore, j'ai vu, le mail d'inscription automatique: «Veuillez confirmer votre inscription en cliquant sur le bouton», tu sais, en anglais, alors que c'est un site en français et cetera et je suis là, bah, c'est dommage parce que c'est vraiment, Mmh. Le premier hem contact. ouais et une occasion de louper, quoi. Il y a pas 500 millions de chances de enfin, le mail de bienvenue, faut s enfin, je sais pas, peut-être que tu as les chiffres, mais moi, il me semble que c'est, 90 de taux d'ouverture, enfin, genre, c'est un taux d'ouverture, 3 à 4 fois plus supérieur au mail standard, Ne rate pas les prochains secrets. Abonne-toi. 4 fois plus supérieur au mail standard, donc c'est vraiment l'occasion de ton lecteur, tu l'as, il te lit, il lit le mail de bienvenue, donc autant s'en servir, quoi. Ouais, les chiffres, c'est dans ces eaux-là, ça doit être entre 70 et 90. Ouais. Ça dépend de ce que tu vends. Oui, bien sûr, c'est toujours pareil, mais c'est vraiment énorme. Enfin, faut se rendre compte que je pense que c'est 2 à 3 fois supérieur que, Oui, un c'est mail ça. standard, quoi. Enfin, Donc x4, moi j'ai x4. Et comme la ouais, moyenne, c'est effectivement 20% d'ouverture, donc ça fait, ouais, on est à 80, donc entre 70 et 90. ouais, voilà, donc c'est pour dire que c'est dommage de passer à côté, quoi, en fait et surtout que, heu, ça te permet de faire un avantage concurrentiel, sachant que peu de boutiques e-commerce envoient des mails de bienvenue, corrects. C'est De qualité, ouais. souvent des mails automatiques, des, «Tiens, ton bon de réduction», des trucs comme ça et voilà, ça a pas de plus-value, en fait, ça apporte rien. Tu apportes pas de valeur quand tu fais ça et c'est dommage parce que c'est pas si compliqué de faire un mail de bienvenue, je pense, à peu près correct. Bah, d'ailleurs, à la fin du podcast, on va regarder ensemble comment on fait. Ouais, Tu vas nous dire ça, tu vas nous aiguiller et du coup, bah, restez jusqu'à la fin. En attendant, je vais vous présenter des petits chiffres. J'aimerais faire un état des lieux quand même. J'ai des petits chiffres. J'en ai pas 500, hein, rassurez-vous, mais c'est quand même parlant. Euh, alors déjà, si vous faites vos propres recherches sur Internet, il y a plusieurs noms sur lesquels on peut trouver ça, la séquence de bienvenue. Il y a aussi, ça vient de l'anglais directement, on peut entendre séquence d'endoctrinement. C'est assez violent comme mot. Mais bon, ça représente bien ce que ça fait. Et aussi les emails d'onboarding qui peuvent être soit destinés aux prospects, soit aux clients directement. Parce que, alors je sais pas, parce que souvent quand on parle de séquence de bienvenue,
évidemment, on pense à la séquence de bienvenue quand on vient de s'inscrire à la newsletter. Mais il y a aussi d'autres séquences de bienvenue qui sont encore moins utilisées que celle-ci. C'est celle quand tu viens d'acheter et tu passes client. Et là, c'est beaucoup de boulot pour toi, ça, tout ce qui est segmentation après, Ouais. c'est le cœur de ton métier justement quand tu as la bonne cible bien définie. Ouais, bah, ouais, c'est aussi je voulais en parler, plus tard. Enfin, je voulais en parler de cette histoire en fait, il y a un concept en copywriting qu'on appelle, la règle des 1. C'est une cible, une intention, un message. Donc une Oui, cible, faut savoir à qui tu parles. Si tu parles à un nouveau client ou quelqu'un qui s'inscrit pour ta newsletter, est-ce qu'il te connaît ou pas? Enfin, il y a plein de choses à savoir. Plus tu connais ta cible, plus tu pourras délivrer un message pertinent. Il y a une intention, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux faire avec ce message? Est-ce que tu veux, construire, une relation de confiance? Est-ce que tu veux pousser à un nouvel achat? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est bien de le savoir parce que sinon tu écris pour écrire et il se passe rien quoi, genre, voilà, c'est ça, ouais. Toi, tu vas et faire un mail, super long, quoi, par ouais, exemple. c'est un peu du small talk, tu vois? Genre, on parle, Ouais, il dit: «Il exactement. fait beau ce soir, voilà», mais ça sert un peu à rien, quoi. Et le troisième c'est un message. Donc ça, c'est le plus technique, c'est qu'est-ce que tu mets concrètement dans ton mail? Qu'est-ce que tu racontes, quoi? Et donc Mmh. ça, je pense que c'est hyper important à avoir en tête, une cible, une intention, un message. C'est la base, quoi. C'est vraiment la base pour comprendre, pour bien rédiger un mail impactant qui répond à un objectif qu'on s'est fixé. Et la règle est simple, mais la théorie de la règle, en tout cas, est simple, mais appliquer, c'est C'est beaucoup ouais, plus difficile qu'il y paraît. l'exécution est beaucoup plus dure. Par exemple, on prend le cas d'une cible, déjà rien que définir bien sa cible, ça peut être très compliqué. Oui. Et tu parlais de segmentation, tu peux avoir des segmentations en fonction des cibles et cetera, donc c'est ça qui peut être délicat. Mmh. Moi, je vois, d'un côté pratique, j'avais eu un e-commerce il y a, je sais plus, ça doit faire 5 ans, 7 ans peut-être maintenant. C'était il y a 7 ans de ça, où pendant longtemps j'ai cru que je me suis trompé de cible en fait. Je croyais que ma cible c'était uniquement les femmes. Il s'est trouvé que c'était que 50% en fait de mes clients et l'autre moitié c'était, 50% des hommes qui faisaient les cadeaux à ces femmes. Donc ça tu le Mmh. vois, enfin des fois donc tu peux parler dans le vide en fait, Ouais. si tu te gourdes de cible. Ouais, exactement, il y a plein et ça se retrouve pas mal surtout, tu parles de cadeaux, mais ça se fait beaucoup, offrir des cadeaux et donc en fait, tu parles à quelqu'un qui n'est pas ta cible, mais qui connaît ta enfin Exactement, ouais. et c'est ça qui peut être un peu délicat. C'est comme par exemple, je prends là, c'est un peu plus évident, mais si on vend des vêtements pour enfants, par exemple, on va Oui, pas s'adresser à un enfant de 5 ans, par mail. On se doute que c'est papa, maman qui achète, donc faut parler à papa, maman qui veut acheter. C'est c'est plus parlant dit comme ça, mais au final, le truc de vraiment à qui on s'adresse concrètement, tu vois? Et pas à qui on pense s'adresser, c'est qui nous lit réellement, c'est ça qui est important. ouais. Il y a c'est si on reprend les pour ceux qui viennent du monde du B2B aussi, il y a ce qu'on appelle les influenceurs. C'est pas forcément ça me vient en anglais, le decision maker, ceux qui prennent les décisions. Ouais, Heu, enfin, il y a différents types de personnes à l'intérieur d'une même entreprise et effectivement, on va pas leur parler, de la même façon et en ouais, B2C, on a tendance à moins le voir, à moins y penser effectivement que c'est pas forcément l'acheteur à qui on parle. Enfin ou celui qui va utiliser le produit en tout cas. Alors on reviendra dessus à la fin parce que c'est un sujet, passionnant et on a parlé que de la cible mais effectivement l'intention et le message, c'est aussi, très important. Alors les petits chiffres que je vous ai promis, hem, alors les séquences, c'est des chiffres incroyables quand même. C'est 41% des e-commerce n'envoient pas d'email de bienvenue dans les 48 heures. C'est mind blowing comme on dit, ça fait exploser le cerveau. C'est quand même, 2 sur 5 et tu en as 27%, donc on va dire 1 sur 4 qui envoient pas du tout d'email dans les 3 premières semaines. Alors dedans, je sais pas ce que toi tu vois par rapport à toutes les inscriptions que tu fais. Ces chiffres-là, ça comprend quand même beaucoup les entreprises qui viennent de se lancer aussi, qui effectivement ont moins d'emails. ouais. Comment tu le ressens, comment tu ressens ces chiffres par rapport à toutes les inscriptions que tu fais? Ouais, oui, j'étais en train de réfléchir. Ouais, c'est vrai que
il y a pas énormément de mails de bienvenue. Heu et enfin, moi, ce que j'appelle séquence aussi de bienvenue, c'est en plusieurs mails. Donc ça Exactement. arrive aussi si on veut raconter vraiment, si on a vraiment une intention forte de faire rentrer, par exemple, le client dans notre branding, raconter vraiment la genèse un peu du projet et cetera, ce qui peut être vachement intéressant. Ça peut se faire en plusieurs mails pour pas avoir un mail qui fait 1000 kilomètres de long et que personne lit jusqu'au bout. Et comme ça, en plus, ça permet aussi de rappeler plusieurs fois qu'on est là, qu'on existe et qu'on a un Exactement, truc ouais. à raconter. Donc ça se fait quasiment jamais. Genre, je te l'avais dit que j'en avais vu un e-commerce faire ça, donc ça se voit quasiment jamais. Et ouais, tu disais combien? 40 qui n'utilisent pas du tout, dans les 48 pre 40 48 heures, 10 mails, hein, c'est même pas la séquence, hein, on est d'accord. ouais. Ben, ouais, beh, c'est dommage, c'est en fait, moi, je pense que c'est vu que personne le fait, je vais pas le faire, en fait. Alors que, faudrait Ah peut-être ça ne avoir le raisonnement inverse. Si personne le fait, il faut que je le fasse parce que c'est ça qui va faire directement la différence ouais, plutôt que d'optimiser un petit peu plus, mon ciblage sur mon Facebook Manager, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est la oui, c'est la règle du 80-20 qu'on affectionne, tous les 2. Effectivement, à force d'optimiser toujours l'acquisition, faire venir les gens pour, essayer de diminuer de 1 les coûts d'acquisition et on a des effets de levier comme celui-ci où il y a rien qui est fait et du coup, dès qu'on va mettre en place, ça va faire exploser, la conversion à ce niveau-là. ouais, exactement, c'est ça, c'est un gros impact et on le voit avec les chiffres en moyenne et cetera. Les mailings, ça rapporte beaucoup quand il y a du mailing quotidien, enfin, quand il y a des mailings réguliers. Bon, là, c'est pas le sujet, mais dans l'idée, c'est ça, c'est le mail de bienvenue. Il sert aussi quand on envoie des mails réguliers. Et tu parlais de 3 semaines d'intervalle, c'était quoi le deuxième chiffre? C'est en gros un quart, hein, 1 sur 4 quand il y a pas du tout d'email les 3 premières semaines. Ouais. Moi, ce que je vois aussi beaucoup, c'est, on n'envoie pas de mail pendant, 1 mois, 2 mois. On Mmh, oublie, même moi j'oublie que je m'étais inscrit et on reçoit: «Ah tiens, une promo, moins mmh, 30 avec ouais, que des visuels et tout». Ça, c'est le je d'ailleurs, si vous faites ça, ben, arrêtez. arrêtez un petit je peux pas le dire autrement, je veux pas être méchant, mais arrêtez parce qu'il faut remettre les choses dans le contexte. La personne n'a pas forcément entendu parler de toi depuis, Non, je sais pas, bah, des mois, et tu c'est arrives avec juste une offre commerciale qui apporte rien, juste avec des visuels, ben, ouais, mais qu'est-ce que je mais c'est enfin, ouais, mais moi quand je reçois ça, je me dis: «Mais c'est qui?» Parce qu'effectivement, ouais, comme tu dis, ils ont pas envoyé d'email tout de suite. 3 mois après, mais tu te dis: «Mais je me suis jamais abonné à ça, c'est quoi?» Tu as l'impression que c'est du spam. C'est dangereux d'attendre vraiment, aussi longtemps, en fait. ouais, ouais, faut dire, beh, voilà, quitte à ce que la personne se désinscrive parce qu'au final c'est pas là où je voulais être, mais ça c'est pas si grave au final parce que la personne elle, soit elle pourra revenir plus tard. Parce que ça, on pense que quelqu'un qui se désabonne à la liste email, c'est Ouais. définitif et tout, alors Mmh. que pas du tout. Mais au moins le message a été passé et c'est peut-être pas le bon moment pour la personne, c'est peut-être, pas ce qu'il recherche en ce moment et cetera, mais au moins il a été dit. Enfin, ça a été dit et ça permet surtout aux personnes qui sont intéressées de poursuivre leur démarche et d'acheter peut-être plus régulièrement ou d'être, plus au courant de ce qu'il fait et de ce que la marque fait et cetera, quoi. Mmh. Et ce qui est important de dire aussi, c'est quand on s'abonne, c'est dans les bonnes pratiques, c'est quand même de dire à la personne, heu, tous les combien de temps elle va recevoir un email. Est-ce que c'est régulier ou pas? Ouais, Faut généralement éviter les moi mauvaises surprises. c'est ce que je faisais, surtout dans l'infoprenariat, bizarrement, ils sont très très carrés là-dessus. C'est: «Tu viens ici pour telle et telle raison, tu vas recevoir ça, ça et ça» et c'est dit quasiment dès le début, alors qu'un e-commerce le fait pas nécessairement parce qu'en fait, ça semble tellement évident, mais des fois, vaut mieux le préciser, quitte à ce que ce soit un peu bizarre parce que, bah, c'est évident, mais au moins c'est dit, c'est marqué et la personne elle le sait, quoi. Bah, ouais, c'est ça. Au moins si elle s'inscrit, il y a des chances qu'elle reste parce que, elle connaissait les règles d'avance, en fait. Il y a quand même un truc bizarre, c'est, sur les listes en e-commerce, on a toujours peur de perdre, les gens qui sont inscrits. Mais en même temps, quand ils pensent, en même temps, on les a attirés pour des mauvaises raisons des fois. Puisqu'on leur a pas dit combien d'emails on allait leur envoyer. On n'a pas dit, ce qu'on allait leur envoyer. Est-ce qu'il y aurait beaucoup de promos ou pas? Ils savent pas ce qu'il y a dedans, donc forcément, il va y avoir des mécontents. Mmh. Bah, oui, si on ne dit pas, là où tu vas, et que tu y es, ça te plaît pas, ben
c'est normal, quoi. Après, ouais, il faut savoir qu'aussi que dans le mailing aussi, ça c'est quelque chose que je vois beaucoup, c'est beaucoup de promotions, beaucoup de: «Tiens, il y a la nouvelle collection, tiens, il y a le nouveau truc qui sort» ou «Il y a ça». Alors qu'on peut raconter plein d'autres choses qui sont pas forcément directement liées à l'achat, à pousser le lecteur à acheter, mais qui servent à tout un tas de choses, à, construire une autorité, à créer une relation de confiance et cetera, qui sont aussi importantes indirectement pour la vente ensuite, en fait. C'est Et ça, oui. c'est ça aussi qui est important de faire et ça commence encore une fois par le mail de bienvenue, par éventuellement la séquence de bienvenue pour, ceux qui sont motivés. Voilà, ça passe par ça pour poser les bases, pour, construire, une relation, saine dès le début, où les choses sont dites et cetera. C'est important de le rappeler parce que c'est pas juste pour faire beau, c'est pas juste, pour nourrir les copywriters qu'on fait des séquences de bienvenue. Ça sert à quelque chose dans les, pour le e-commerce. Le but du jeu à la fin, c'est de faire acheter plus et de faire acheter plus souvent. Donc ça, c'est les points que tu as dit, hein. On va essayer de raccourcir le cycle de vente, effectivement. On va fidéliser. Donc, ça, c'est avec la confiance, l'autorité qu'on crée. On va raccourcir, le cycle de vente. La personne va passer à l'acte plus facilement. Parce qu'elle est pas encore passée à l'acte à ce moment-là, quand elle est sur votre séquence de bienvenue. Elle était sur votre site. Vous n'avez pas réussi à la convaincre parce qu'elle ne vous connaissait pas. Et du coup, en fait, elle vient vous voir parce qu'elle demande, justement, des indices de confiance de votre part. Donc, il faut leur donner, en fait. Il ne faut pas juste leur faire des promos dans la Ouais. séquence. Ouais, mais exactement ce que tu disais, raccourcir le cycle de vente. En fait, pour moi, ça permet l'utiliser les mails régulièrement, ça permet de lisser un petit peu cet effet d'un peu de dents de scie lié à des offres promotionnelles régulières. Ça permet de venir lisser tout ça et d'être un peu plus serein, je pense, plutôt que de se dire: «Quand est-ce qu'il faut quel prétexte j'ai pour faire une offre commerciale, quoi?» Parce que j'ai l'impression que vraiment aussi, les e-commerce sont un petit peu bloqués un petit peu, avec ce truc-là et au final, si tu mets en place des mails qui créent de la confiance, qui appellent à l'action, bien sûr, des fois, on va dire: «Bah, on a des choses à vendre», on va pas le cacher non plus. Mais il y a pas que ça, bah, régulièrement, la personne, comme tu dis, va acheter plus souvent et ça, c'est aussi un point important. Acheter plus souvent, c'est important pour lisser ce chiffre d'affaires un petit peu en dents de scie qui peut arriver chez certains e-commerce. C'est ça. Et au moins, il n'y a plus la peur de. Les gens nous connaissent, nous font confiance et bah, on perd il y a moins de désinscriptions à la fin. En écrivant plus, c'est ça qui est formidable. Alors, comme j'ai dit, ça sert trois buts. Donc, faire acheter plus et faire acheter plus souvent. Ça, c'est les buts, les primaires, on va dire. Mais derrière, t'en as parlé un peu. Je me suis fait une petite liste. Et puis tu pourras t'étendre sur le sujet, sur ce qui t'inspire. Euh, et comment on va réussir à faire acheter plus et plus souvent? C'est fait comme tu disais, on va créer de la confiance. On va aussi créer de l'attachement à la marque. On va leur expliquer pourquoi ils doivent acheter chez nous, c'est quoi notre valeur, pourquoi on est différent des autres personnes. Ça nous permet éventuellement d'interagir avec eux, selon comment on se débrouille, si on souhaite ça, pour mieux comprendre qui sont nos clients, pour permettre de mieux leur parler par la suite. Selon ce qu'on fait dans l'email, donc ça va être notre intention aussi, ça va faire partie de l'intention. On peut les habituer à cliquer sur des liens pour les amener sur notre site. Ils ne sont pas que passifs éventuellement. Et en dernier, je me suis noté, justement, on peut créer de la loyauté pour qu'ils achètent plus, enfin qu'ils rachètent plus facilement et plus souvent. Ça, c'est les points secondaires que je me suis noté qui servent les trois buts primaires qui est d'acheter, acheter plus et plus souvent. Ce podcast est une des voies les plus sûres vers ton prochain million. Il t'aide à lever le voile sur les secrets du e-commerce pour que tu puisses lire dans la matrice comme dans un livre ouvert. Alors, fais en sorte de ne pas rater les prochains épisodes. Aide-toi et le ciel t'aidera. Abonne-toi. Ouais, mais non, mais c'est sûr, on va pas faire les hypocrites, mais tout le principe là, c'est quand même de faire plus d'argent au final, que Et les ça n'étonne personne, ça étonne pas le mec qui s'est inscrit. non, mais on est là pour ça et la personne aussi, ce qu'il y a à savoir, c'est bon ça, c'est une grande phrase connue dans le marketing, mais on adore acheter, mais on déteste se faire vendre.
C'est Donc ça. en fait, la personne, si elle est là, c'est pour acheter un truc, en fait. Elle est là pour, parce qu'elle a envie d'être là, parce qu'elle a envie d'acheter, elle a envie de ton produit, donc c'est à toi de lui montrer que, bah, c'est le bon choix, tu vois? Et qu'elle peut le faire en toute confiance et donc c'est là où tes points intermédiaires interviennent, créer une relation de confiance, créer de la loyauté, plonger dans l'univers, et les valeurs parce qu'au-delà d'un produit, des fois, on achète aussi, heu, tout l'univers de la marque, en fait, toutes ces les valeurs qu'elle défend, tout ce qu'elle incarne comme, bah, on peut prendre, typiquement Apple. On n'achète pas que pour la performance technologique et pour l'objet, on achète pour tout l'univers qui est à côté, tout la, comment on appelle ça? Les Ouais, marqueurs sociaux pour, en ouais, fait, c'est le des paraître gens un peu, ouais. voilà, c'est ça, on achète pour tout ça et c'est pas bien ou mal, c'est que c'est un fait et donc autant s'en servir, quoi. C'est ça, il y a un sentiment d'appartenance aussi, parce que c'est une marque et on fait partie d'une grande famille après. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça, je fais partie des gens qui ont un téléphone Apple, et toi tu fais pas, toi tu es chez Samsung, bah, c'est pas bien. Non, mais il y a vraiment cette idée de tribu, de clan, de famille comme tu dis, genre, on a les mêmes valeurs, on parle le même langage, on est ensemble, quoi. C'est ça qui peut être recherché et donc il y a des marques bah, notamment Apple comme je le disais, mais il y a d'autres marques qui sont très fortes, là-dessus. Plus dans le prêt-à-porter. On connaît les marques de luxe, les qui Mmh. sont caractéristiques de ça, mais il y en a d'autres dans la tech, dans l'high-tech, tu vois? Les marques de souris, d'ordinateurs aussi, c'est pareil, tu vois? Il y a Ou les micros pour faire des podcasts. Non, mais c'est ça, Rode dans les Oui, micros, ils ont une marque, elle est vraiment en place, c'est vraiment genre en plus pas comme enfin je sais pas si c'est à tel point que Apple, mais il y a vraiment ce truc Rode et les autres marques, moi j'ai l'impression de même de moi qui suis pas oui. dans tout ce qui est audio comme ça, mais je sais que Rode c'est australien je crois, Ah oui. heu, c'est, c'est puissant comme marque et je pense qu'ils Mmh. ont utilisé tous ces leviers-là qu'on vient de dire, de loyauté, de création de famille, de tribu, de confiance et cetera. Ouais. Avec tout ce qui est influenceur, la tribu aussi, ça se crée, vite. Enfin, «vite» entre guillemets. Influenceur par influenceur. Après, il faut aller les chercher. Toi, quelle est ta pratique au niveau des listes? Est-ce que par rapport à la segmentation pour, justement, choisir un message, est-ce que est-ce que tu as des séquences de bienvenue autres que celles, de la newsletter, par exemple? Ben, pas vraiment. Généralement, en fait, si on veut faire simple, on peut mettre tout un petit peu dans le même panier, que ce soit newsletter ou premier achat, on peut tout mettre dans le même palier. C'est le plus simple au début parce qu'il y a pas que segmentation à faire et ça peut être compliqué un peu, si on connaît pas les outils les autorépondeurs et tout ça, si on n'a jamais mis les mains dedans, ça peut être un peu compliqué. Donc c'est le plus simple. Après, ouais, séparer, je pense que c'est bien quand même de séparer quelqu'un qui a déjà acheté de quelqu'un qui a pas acheté parce qu'on va vraiment pas s'adresser de la même manière quand même. Mmh. C'est Même ça le si but. on peut faire un mi-figue mi-molette, au milieu, Ouais, parler à tout mais le monde, oui. je pense que c'est bien de séparer, au moins ça. Après on peut faire plein de séparations en fonction de où est-ce que la personne vient. Est-ce qu'elle vient de la newsletter? Est-ce qu'elle vient d'une pub? Est-ce qu'elle vient d'une offre, moins 10? Est-ce qu'elle vient parce qu'il y a un programme de parrainage et que c'est un ami? Enfin, il y a plein de sous-catégories, mais les 2 grandes, je pense que ça, c'est important. Et un autre point important, donc enfin, parce que là, les gens, ils disent: «Mais je vais pas passer ma vie à à écrire des séquences», certainement, ils doivent se dire ça. Mais justement, c'est un autre avantage des séquences de bienvenue. La différence avec une newsletter classique où, ce qui fait que les gens écrivent tous les 3 mois, c'est parce qu'ils doivent l'écrire et qu'ils ont pas le temps, c'est jamais prioritaire, donc ils repoussent toujours. Mais là, la séquence de bienvenue, elle est faite une bonne fois pour toutes. Ouais, c'est vrai. C'est comme la séquence d'abandon de panier. C'est tout le monde, tous ceux qui sont dans le cas de figure, en fait, ils y passent et donc c'est pour ça que, ouais, c'est ultra important parce qu'en gros, grosso modo, toute votre liste va recevoir ce mail, en fait, de manière automatique. Donc il y a qu'à l'écrire une fois et donc ça, c'est vraiment, ben,
C'est vraiment hyper intéressant plutôt que d'avoir à écrire, réécrire, écrire, surtout si on n'aime pas ça ou si on n'a pas le temps ou si on a d'autres choses à faire. Ce qui est compréhensible quand on gère un e-commerce. Notre but, ne le taf premier, c'est pas d'écrire des mails, c'est tout un tas de choses, mais pas ça. Mais le mail de bienvenue, une fois qu'il est fait, il est fait, quoi. C'est fini, il est là. On peut l'optimiser encore une fois si jamais on veut mettre les doigts dedans, mais généralement s'il est pas ridicule, ça va faire le taf et tu peux le laisser pendant très longtemps comme tel quel et il y aura pas de souci. Et comme tu le rappelais tout à l'heure, comme on fonctionne c'est toujours bien de fonctionner en 80-20. Rappelons ce que c'est, parce que je crois pas qu'on l'ait dit. Il y a quand même plus de gens qu'on pense qu'ils ne connaissent pas. Donc 80-20, c'est faire en 20% du temps les 80% des choses, enfin les 80% de résultats avec 20% d'efforts, 20% d'investissement en argent. Enfin, c'est une règle simpliste, mais qui s'applique à plein de choses. Et du coup, dans nos exemples, vous n'avez pas de séquence aujourd'hui, faites un email. Commencez votre séquence en mettant un email dedans. Il sera en place, il bouge pas. Et puis programmez dans 2 semaines d'en rajouter un deuxième, etc. Vous pouvez faire progressivement, vous n'êtes pas obligé d'arrêter tout ce que vous faites dans votre business et de vous plonger là-dedans. Ouais, et puis s'il marche très bien le mail de bienvenue, il y a peut-être même pas besoin d'en faire, une séquence. On peut le laisser comme ça si on veut. Si vraiment il y a les résultats qui sont là, il y a pas de souci. Oui, si tu Après, fais du 100% en conversion, c'est bon, oui. non mais Tout à fait. oui, mais si on prend ce cas extrême, mais si voilà, on a écrit le mail de bienvenue, il est là, on le laisse tourner, on regarde les statistiques et après on décide. On se dit: «Ouais, peut-être que là, faudrait un petit peu, en rajouter parce que ça a pas l'air de si bien marcher que ça». Ou à l'inverse, on se dit: «Ça marche très bien» et on passe à autre chose et ça c'est fait, quoi. Parce que rappelons-le encore une fois, le principe, toujours dans le 80-20, c'est il y a plein de choses à faire dans l'e-commerce, il n'y a pas que l'acquisition. Et donc, on le disait tout à l'heure, il y a les paniers abandonnés, il y a aussi la séquence de bienvenue. Mais plus on va perfectionner quelque chose, moins on va avoir de résultats. On sort du 80-20. On est dans le 80-20 pour le premier email. Dans le deuxième email, on va être un peu moins efficace. Mais si on écrit 100 emails, on comprend bien que le retour sur investissement en temps et argent, il va pas être top top. Donc effectivement, si on a déjà des bons résultats sur le premier email, on peut aller améliorer la prochaine chose sur laquelle on a travaillé dans son business. Et du coup, on aura Ouais, encore un effet de levier super important. ouais et je l'ai pas dit aussi, j'en ai pensé quand tu parles de séquence de bienvenue, donc plusieurs mails, consécutifs, généralement c'est un par jour. C'est généralement sur 2-3 jours, 4 jours, 5 jours grand max. C'est, 2-3-4 emails. Donc au final, c'est pas si compliqué, à mettre en place. C'est 3-4 emails qu'on va écrire. On les met sur l'autorépondeur avec une automatisation. Ils vont s'envoyer, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4 et c'est plié. C'est pas, on peut avoir l'impression que oui, il faut faire une séquence qui dure des plombes et tout. Non, c'est juste ça. On parle de vraiment 3-4 emails à mettre en place quand, la personne, ben, soit achète, soit s'inscrit à la newsletter. Elle va passer à travers cette série d'emails, cette séquence mail pour justement, rentrer dans l'univers de marque, pour acheter plus souvent et c'est ça tout le but en fait. Si on dézoome un petit peu et qu'on prend du recul, c'est ça l'objectif en fait. C'est ça l'intention. Et qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dirait oh là, 5 emails en 5 jours, ça fait pas beaucoup là, j'ai peur que les gens se désinscrivent. Ah, Comment tu peux les rassurer? ça c'est le classique, j'ai peur de saouler mon audience, parce que c'est ça qui se cache un peu derrière, c'est ouais, j'ai peur de faire chier. En fait, c'est ça, j'ai peur d'être un intrus comme ça, d'être intrusif. Alors que pas du tout. Hem Ce qui se passe, en fait, c'est que tant qu'on donne quelque chose qui intéresse la personne, il y a pas de souci, tu vois? Par exemple, si on a tous quelqu'un dans notre entourage, par exemple, qui fait des blagues, qui fait tout le temps des blagues, mais pourtant c'est tout le temps drôle et on rigole tout le temps. Par contre, on a une personne qui fait une blague, elle est lourde, elle est chiante, il en suffit d'une, tu vois? Bah, c'est un peu ça. Si on apporte suffisamment de valeur à chaque fois dans nos mails, bah, il y a pas de souci d'en recevoir 50. Enfin, je dis 50, j'extrapole, mais l'idée est là, genre enfin 4 pour la séquence de bienvenue, puis un par semaine ou un par mois, ça va pas nous saouler, en fait.
Je sais pas ce que tu en penses Et toi à ce niveau, mais moi si, ce qui si, m'a carrément. Enfin, il y a différents. Il y a des cas extrêmes. À chaque business, en fait, va être différent. C'est pas la même chose si tu vends des piscines que si tu vends des agrafes. Enfin, bonne chance pour vendre tes agrafes. Un email par jour, va falloir trouver quoi dire, mais je te fais confiance, c'est ton boulot. Euh, mais, mais de toute façon, une liste, c'est fait pour écrire aux gens. Ils sont inscrits pour cette raison-là. Ils savent qu'on va leur écrire. Donc, si tu n'en fais rien, il faut bien comprendre aussi, j'ai d'autres petits chiffres, j'aime bien les chiffres. Si tu fais rien avec ta liste, sur une année, tu vas perdre entre 20 et 40% des gens. Les mecs, ils vont aller voir ton email, ils vont se désabonner. Tu vas perdre jusqu'à 40% des gens de ta liste si tu n'en fais rien. Donc, autant en faire quelque chose. Les gens sont là, ils savent qu'on va leur écrire. Ils attendent tes emails, et des fois avec impatience. C'est un biais qu'on a, parce que j'ai eu le même biais quand j'avais lancé mon e-commerce. Effectivement, on a peur de gêner. Et on a aussi peur que le peu de gens qu'on avait, finalement, se désinscrivent. On a peur de ne pas savoir comment leur parler et d'être maladroit et qu'ils s'en aillent, quoi, sans qu'on ait eu la chance de leur montrer pourquoi nos produits étaient les meilleurs, en fait. Ouais, mais je vois ça un petit peu, et je pense que tu le vois aussi sur LinkedIn. Il y a beaucoup de gens qui postent de plus en plus, et cetera, et la majorité est silencieuse, en fait. Oui, La carrément. majorité des gens, ils vont pas forcément répondre à vos emails. Ils vont peut-être cliquer, on va le voir sur les statistiques, mais ils vont pas forcément engager ou envoyer de message et tout, et puis un mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent, et bim! C'est à ce moment-là que, ils t'envoient un message: «Ouais, ça fait 3 mois que je lis vos mails, c'est génial et tout. J'ai jamais pris le temps de répondre, mais blablabla». Et ça, faut bien s'en rendre compte, c'est que la plupart des gens, ben, c'est pas très glamour, mais ils sont aux toilettes, ils lisent vos mails sur le téléphone, hein, comme tout le monde. Ils lisent et puis ils disent: «Oh tiens, c'est intéressant», et puis ils vont faire autre chose, quoi. Ils vont faire leur cuisine, ils vont sortir leur chien, peu importe. Mais mis bout à bout, c'est toutes ces petites actions, au final, ça a un impact. C'est ça qu'il faut se dire, et c'est que c'est pas parce que la personne ne répond pas aux mails qu'elle a pas lu ou qu'elle trouve inintéressant aussi. Et t'en parlais tout à l'heure aussi, ça permet de rester à l'esprit des gens, en se rappelant tout le temps, et non pas une fois tous les 6 mois. Ouais, C'est-à-dire le moment où ils sont prêts à acheter. ouais, ça, je pense que c'est important aussi. Même si on n'a pas d'offre commerciale, ou s'il y a pas de nouveaux produits qui arrivent, ou et raconter quelque chose autour des valeurs de l'entreprise, de la marque, heu et cetera, ou proposer quelque chose, heu, mais ça permet de vraiment pas ce qu'on oublie, parce que les gens nous oublient très vite, les gens se rappellent Oui, de bah, nous vite, mais ils nous oublient très, très vite aussi. Donc si on n'est pas là, régulièrement, ben, on va il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la place dans ce concept que tu disais un petit peu de top of mind, être le premier quand on pense à une problématique ou à un objet ou quoi, d'être le premier qui vient en tête, et ça passe par aussi la régularité, et si on le fait pas, c'est peut-être quelqu'un d'autre, le concurrent qui va prendre la place. c'est ça. C'est le dernier qui parle qui gagne. Et mais t'as beau écrire régulièrement, hein, si le mec il arrive derrière toi, hop, c'est lui qui peut gagner en fait. Et faut pas oublier, dans le e-commerce aussi, les gens, des fois, c'est assez marrant dans les business, ils disent j'ai pas de concurrent. On entend souvent ça, ou j'ai 2 concurrents. Mais non, en fait, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. En fait, les gens ont un budget limité. Donc même si vous allez être en concurrence avec tous les e-commerce, les gars qui veulent vous acheter, ils peuvent très bien, si vous êtes dans du loisir, ils peuvent très bien décider d'aller acheter chez quelqu'un qui vend pas du tout la même chose, parce que c'est un autre loisir qui lui plaira. Donc en fait, vous avez des milliers de concurrents, et donc vous avez intérêt quand même à écrire assez souvent pour justement être là au bon moment. Quand ils décident de se faire un petit plaisir, d'acheter, c'est à vous qu'ils vont penser, mais écrivez pas tous les 6 mois. Ouais, mais c'est très important ce que tu dis dans le terme, enfin dans ce concept de budget limité, et c'est simple à mettre en place. Par exemple, il faut se poser la question, par exemple, si on vend un produit à, je sais pas, 60 €, je dis un truc au pif, quand est-ce que j'ai dépensé 60 € pour quelque chose la dernière fois, tu vois? Et c'est peut-être pour certains, c'est peut-être tous les jours. Pour certains, c'est, toutes les semaines, pour certains, c'est tous les mois, et c'est bien ça qu'il faut se rendre compte, et plus on monte dans les budgets, genre, par exemple, c'est quand la dernière fois que tu as dépensé 200 € pour quelque chose?
ben, tout de suite, on comprend bien que, ben, il faut être là, il faut être présent, il faut leur montrer que ces 200 € là, ils vont être bien investis, quoi, ou ces 60 € ou ces 30 € et cetera. C'est Et ça. c'est là où tu dis, en fait, il y a beaucoup de concurrence. Ça peut être si tu vends quelque chose à 5 €, ça peut être, le marchand de glace, parce que là, il fait très chaud en ce moment, 5 € pour, 2 boules vanille, parce que la vanille, c'est le meilleur parfum de glace. Faut bien le savoir. Mais l'idée est là, quoi. C'est, 5 €, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Et ben, toi, ce que tu veux, c'est qu'il achète ton produit et pas, qu'il aille au marchand de journaux s'acheter des clopes ou des trucs comme ça, quoi. Alors certains diraient que c'est la boule au chocolat, et moi je te dirais que c'est la pistache, mais qui est un peu plus rare en France. Euh, alors, comment tu ferais pour que les gens achètent, par exemple, si on part sur un produit qui vaut un peu cher, 200 € ou même enfin 100 €, pourquoi les gens achèteraient chez nous? Comment on peut aider justement de la séquence de bienvenue pour faire en sorte qu'ils décident d'acheter chez nous et pas chez un concurrent? Hem, Moi, déjà, ce que j'ai tendance à dire, c'est que plus en fait, c'est pas plus ça coûte cher, plus il faut convaincre parce que ça c'est une question de budget à chacun, mais plus, Oui. moins la personne nous connaît, plus il faut lui parler et créer une relation de confiance et argumenter pour l'achat. Après, c'est pondéré aussi par rapport au prix parce que comme, bah, on a ce concept de, ben, oui, tout le monde ne peut pas mettre 200 € dans quelque chose ou pas tous les jours du moins. Donc ça va être peut-être l'achat de la semaine ou l'achat du mois Ou et de donc l'année, va oui. falloir convaincre. Bah, si on est des produits comme, bah, par exemple, je parlais d'Apple, les téléphones à 1 000 €, c'est pas l'achat de la semaine, quoi. C'est l'achat généralement de l'année pour Noël pour se faire plaisir, quoi. Donc c'est bien faut bien se rendre compte que, heu, bon, c'est ça, c'est l'achat de l'année, donc faut donner les arguments pour. Faut créer la confiance pour. On va pas donner 1 000 € on va donner 1 000 € à Apple, mais on va peut-être pas donner à 1 000 € la nouvelle marque dont personne n'a entendu parler, qui nous a envoyé juste 2 mails et qui a 550 followers sur Instagram. C'est triste à dire, mais c'est comme ça que ça marche. Donc donc voilà, pour vendre un produit à 200 €, je pense qu'il faut créer cette petite relation de confiance parce que 200 €, c'est pas non plus un budget qu'on dépense tous les jours et surtout, en fait, je pense que tu connais ce principe de on dit awareness en anglais, mais conscience Mmh. de la problématique, en anglais. C'est-à-dire que plus la personne est prête à l'achat, plus c'est facile de la convaincre. Mais plus la personne heu, n'est pas prête à l'achat, n'est pas conscientisée autour du problème ou de la solution n'est pas prête à l'achat, en fait, à l'opposé, ben, plus il va falloir, la convaincre. Donc Mais passer du oui, temps et mettre des efforts et ça c'est assez important et notamment en copywriting, d'où l'importance de connaître bien sa cible encore une fois, c'est d'où elle vient aussi. Est-ce qu'elle nous connaît? Est-ce qu'elle nous connaît pas? Et on va pas s'adresser de la même manière. exactement. J'aimerais rappeler que, enfin, quand on pense ciblage ou segmentation, souvent on pense à données démographiques. C'est-à-dire, par exemple, femme au foyer, enfin tel âge, elle a fait telles études, elle est dans telle région. C'est pas seulement ça, tu viens d'en parler, c'est également, dans le parcours de vente, où est-ce qu'ils en sont? Est-ce que c'est la première fois qu'ils nous voient? Ou est-ce qu'ils ont déjà vu nos pubs sur internet? Est-ce qu'ils connaissent les produits qu'on vend? Est-ce qu'on a besoin de leur expliquer? Où est-ce qu'ils en sont? Est-ce qu'on peut leur vendre tout de suite? Ou est-ce qu'il faut d'abord les faire s'inscrire à la newsletter? Et du coup, c'est important. Le ciblage, c'est tout ça. Et du coup, derrière, il y aura l'intention dont tu parlais, c'est qu'est-ce qu'on va leur raconter par rapport à ça, pour les convaincre. Voilà, c'est tout est lié et ouais, tu parles du parcours client, mais pardon, c'est exactement ça. C'est si moi j'arrive et que tu veux me vendre, je sais pas, tu disais des agrafes tout à l'heure, tes agrafes à 200 €. Ton agrafeuse super, super technologique et tout Pourquoi pas? qui va me faire des agrafes de ouf. Bah, si moi Connecter c'est à internet. voilà. Si j'ai juste vu une pub et que tu me dis: «Bon maintenant t'achètes», je vais dire: «Bah, je te connais pas en fait, genre j'ai pas dépensé 200 balles dans une agrafeuse alors que j'ai juste vu une pub». Et c'est ça qu'il faut bien se reconnaître. C'est pas la cible, c'est pas comme tu disais, c'est pas juste, quel âge il a, où est-ce qu'il habite, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, quel est son budget. C'est aussi quel est le contexte, tu vois? Dans quel contexte il m'a rencontré? Est-ce que, par exemple, il a déjà fait des recherches d'agrafes sur internet, pour savoir, quels sont les concurrents, qu'est-ce que je vais acheter?
c'est ça aussi. S'ils connaissent les concurrents, c'est-à-dire qu'ils sont on en revient à ce que je te disais, l'awareness du prospect. S'il a déjà regardé les concurrents, ça veut dire qu'il connaît bien la solution, enfin, qu'il connaît bien le problème, C'est qu'il sait ça. qu'il y a des solutions. Je parle beaucoup de problèmes parce qu'en copywriting, on est très centré là-dessus parce qu'on estime que quand on vend, en fait, on résout toujours un problème, même infime qu'il soit. Quand on achète une glace à la vanille, on re en quelque part, on résout un problème. On a faim, c'est notre problème, c'est notre frustration. On veut résoudre ce faim en achetant une glace. C'est pas parce que le cornet est joli, c'est pas parce que, la boule vanille, elle est un peu blanche que je vais acheter ça. Non, c'est pour résoudre un problème. Donc c'est pour ça que c'est bien de savoir aussi à quel niveau, la personne est consciente du problème. Bon, la faim, on est toujours très conscient de la faim, donc c'est un problème un peu basique. Mais sur des choses un peu plus évoluées, ça peut prendre du temps aussi, la pe le notamment dans le B2B, tu en parlais tout à l'heure, mais là, on a vraiment ce problème de conscience. Est-ce que la personne est consciente, par exemple, que, il faut écrire un mail de bienvenue pour pouvoir avoir plus de ventes, oui ou non? Si c'est pas le cas, c'est mon travail aussi de l'éduquer, de lui montrer, d'argumenter, d'appuyer avec des chiffres, de faire des démonstrations pour, qu'elle se rapproche le plus possible de prêt à l'achat. Donc, Nickel. Alors, avant qu'on rentre dans les cas concrets, avec un exemple, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur tout ce qu'on vient de dire? Non, moi j'ai rien à ajouter. Je peux parler un petit peu de l'intention et du message, mais ça va découler un peu de l'exemple qu'on va prendre, quoi. Donc, j'en parlerai, tout de suite. Si moi je On peut rentrer dans l'exemple maintenant parce que je pense qu'on a assez on a Euh, quand même assez dit de du Ouais, pourquoi. j'aimerais bien qu'on fasse deux exemples si tu veux. Un, effectivement, où on fait qu'un email, c'est-à-dire c'est à la base. D'ailleurs, on Mmh. laisse pas les gens repartir sans rien s'ils sont comme trois personnes, non, une personne sur deux qui n'ont pas de séquence. Comme ça, ils repartent avec quelque chose au moins Mmh. à mettre en place. Et après, nous donner sur une série de 3, 4, 5 emails, qu'est-ce qu'on mettrait dedans, mais donc en rentrant moins dans le détail, en étant plus généraliste, évidemment. OK, ouais. Bah, on va faire ça, pas de souci. Allez, donc l'email simple, l'email unique, qui est la base. Alors, dans l'email unique, on va partir du principe pour cet exemple qu'on ait une inscription à newsletter, que c'est quelqu'un qui nous connaît à peine. Donc, pour revenir sur la règle des 1, une cible, une intention, un message. Donc la cible, ça va être, quelqu'un qui a cliqué sur une pub, donc qui s'inscrit, on va dire qui a donné son mail, donc qui connaît pas forcément, trop la marque, qui connaît pas un peu trop le produit ou quoi, donc elle est pas très consciente là-dessus. Et donc le but avec l'intention du mail de bienvenue, à ce niveau-là, ça va être, hem, de, qualifier, on appelle ça, qualifier le prospect dans notre jargon de copywriter, mais c'est lui faire prendre conscience de qui on est, de comment ça se passe, comme je disais, c'est la porte d'entrée dans l'univers. Donc qui on est déjà, c'est ultra important de dire qui on est, de dire, le pourquoi la personne est là aussi. Donc parce que tu t'es inscrit et quelles sont les conséquences. Donc, en deuxième partie, Positive, ouais, conséquences oui, positives. les conséquences, qu'est-ce que tu vas retrouver dans ces mails? On va te montrer un petit peu les dessous de notre marque, notre univers. On va te présenter nos valeurs, on va te montrer un petit peu comment on réfléchit au produit, et cetera. On va te donner aussi des exemples de pourquoi il est bien, il est mieux que les autres et il faut l'acheter. Et faut surtout pas cacher le niveau business, là, dans cette étape. Et voilà, je pense que déjà raconter ça sur un email de bienvenue, donc se présenter et donner les valeurs un petit peu de la marque, heu, c'est Non. c'est c'est important. Et deuxièmement, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Ça, c'est vraiment les 2 éléments ultra importants. Alors on peut le faire de différentes formes. On peut juste le faire, un peu de manière, 1er degré en racontant, comment ça se passe. Ou alors on peut le faire, moi ce que j'aime bien, c'est le faire avec un storytelling, une petite histoire à raconter, ça permet de mieux faire passer le message, quoi. D'accord. Alors là, quand t'écoutes, les gens, je pense qu'ils vont se dire, mais comment je fais tenir tout ça dans un seul email? Alors que tout à l'heure, ils me disaient de pas faire trop long, en gros.
Un email comme ça, là, tu dirais que ça fait quelle taille? Ça peut faire, moi généralement je compte en nombre de mots, pas en Ouais, nombre de bah, lignes. c'est bien, ouais. Je pense qu'entre 500 et 750 mots, D'accord, pour la présentation. ça peut le faire. Moi après j'aime bien, moi je suis quelqu'un d'assez concis quand j'écris et tout, donc ça me prend généralement un peu moins de temps, enfin un peu moins de mots. Mais ouais, 750 mots je pense. Après, faut savoir qu'on peut se permettre d'être un peu long sur l'email de bienvenue parce que c'est un mail qui va être beaucoup vert et beaucoup lu. Alors que sur des mails réguliers, si on envoie, Jules Verne, 20 milieux sous les mers toutes les Tous les semaines, jours? Ou tous les jours? ça Bonne chance. faut le digérer, quoi. Sur le mail de bienvenue, on peut se permettre de prendre un petit peu plus de place parce que c'est important. La personne lit généralement, beaucoup le mail de bienvenue et c'est là où on va présenter aussi, beaucoup ce qui l'intéresse, en fait. Elle a cliqué, la personne, elle veut savoir, maintenant qu'est-ce qui se passe, quoi? Je viens d'acheter mon ticket pour le cinéma. J'y suis là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on va me montrer? C'est un peu ça l'idée, donc on peut faire un peu long, mais 750 mots, je pense que ça C'est suffit. bien déjà, ouais. Ouais. Et comme tu le dis aussi, on les a attirés avec quelque chose. Ils ne sont pas inscrits comme ça en ayant glissé sur le bouton inscrivez-vous et ils ont entré leur adresse email sans faire exprès. On les a attirés Mmh. avec quelque chose et c'est bien qu'ils le retrouvent à l'intérieur de cet email Ouais, justement. ouais, c'est important. Si c'est pour une réduction, faut donner la réduction. Si c'est pour autre chose, je sais pas, genre, un free shipping, faut donner Ouais, c'est aussi parce ça. que Ça peut être un concours ou un guide d'utilisation, par exemple, ou un guide d'achat sur des objets. Enfin, ouais, tout à généralement fait. ce qu'on fait en tant que copywriter, je vous donne, un petit tips, c'est Like et laisse une note si ce podcast t'est utile. Les invités inspirants nous pointent du doigt la terre promise. Les invités techniques sont la lumière du phare qui perce le brouillard. Ils nous aident à naviguer dans les océans rouges sang, ceux dont les eaux sont infestées de requins et de pirates prêts à nous saborder. La concurrence y fait rage. Alors, pour éliminer les risques de t'échouer et t'assurer d'arriver à bon port plus rapidement, aide-nous à recevoir toujours plus d'invités intéressants. Ils sont notre boussole et nous aident à garder le cap du succès. Like et laisse une note. Les objets. ouais, Tout à généralement fait. ce qu'on fait en tant que copywriter, je vous donne, un petit tips, c'est, heu, on dit au début: «Tu vas recevoir ça, mais attends, j'ai d'autres choses à te dire avant et je te le donne à la fin». C'est bon, c'est très connu en marketing, en tout ce qu'on veut, c'est: «Attends, tu vas avoir ce que tu veux, mais d'abord laisse-moi te raconter un petit peu mon histoire» et à la fin, on dit il y a souvent des PS dans les mails. On peut le donner en PS, «Tiens, voilà le guide, d'utilisation de ton sécateur», Mm. voilà. Donc ça, c'est important. Donc pour le mail de bienvenue, ouais, c'est bien de le faire comme ça vraiment. Hem, pourquoi on est là? Qui je suis? Et qu'est-ce qui va se passer? Vraiment un peu en deux parties comme ça, tout en livrant ce qu'on a promis de donner, quoi. Parce que sinon ça casse un peu la relation de confiance, qu'on veut vraiment créer et c'est dommage. Donc nickel, ça c'est assez simple. On leur dit bonjour, on dit on est telle marque, voici nos valeurs et voici ce que vous avez demandé. Quels sont les bénéfices pour vous, pourquoi vous achetez chez nous. Mmh. Et comme tu dis, j'aime bien aussi, moi, mettre en PS, ça sépare bien, ça fait vraiment histoire comme ça quand on raconte tout ça. Ça sépare bien le côté humain et à la fin on dit tiens, ça c'est ce que tu avais promis. Et je trouve que ça crée une relation plus forte que si on s'était mis au milieu du texte. On sépare bien les deux sujets en fait. Mouais et ce qui est important aussi, c'est que le PS, il est très utile parce que, on se rend pas compte, mais quand les gens lisent les mails, généralement, ils lisent un peu en diagonale et des fois, ils vont Mm. direct à la fin et donc le PS, il est lu, il est beaucoup lu, en fait, donc on peut mettre Ouais, beaucoup d'informations sur le PS. C'est vraiment le début, enfin, déjà le titre, le c'est titre, ouais. super important. L'accroche, donc le début du texte va être, aussi important. Après on peut dérouler, je vais pas dire que c'est pas grave, on peut écrire n'importe quoi, on peut pas écrire n'importe quoi, mais les gens vont un peu plus lire en diagonale et à la fin, le PS,
ça va être beaucoup lu. Donc ça, vraiment, c'est 2 points où il faut vraiment faire attention, c'est le début du mail et le PS à la fin, parce que c'est les endroits qui sont le plus lus aussi. Donc ça, c'est important de le savoir quand on rédige un mail. Nickel. Et du coup, donc ça, c'est quand c'est un mail unique. Alors, comment tu ferais est-ce que c'est différent est-ce que le premier email est différent quand c'est dans une séquence plus longue? Est-ce que tu fais le plus court du coup? Et qu'est-ce que tu mets dans les autres emails? Alors, ouais, généralement, il va être un peu plus court et ça va pas être exactement la même intention dont je parlais, le même message du coup. En fait, l'intention dans une séquence de bienvenue, généralement, bon, on va dire que c'est dans le même cas de figure, c'est quelqu'un qui s'inscrit à une newsletter, mais c'est exactement le même raisonnement pour quelqu'un qui vient juste d'acheter. Ce que j'aime bien faire moi personnellement dans les séquences mails, c'est vraiment, ce qu'on appelle le parcours du héros, tu vois? C'est, voilà le problème qu'on a constaté, voilà, pourquoi les autres solutions sont mauvaises, voilà notre solution et maintenant, ce qui va se passer pour toi, tu vois? C'est vraiment un mail, un objectif, heu et donc oui, ça va être un peu différent et les mails vont être un peu plus courts. 500 mots, je pense que c'est pas mal, déjà. D'accord. Donc ouais, l'intention, c'est vraiment créer du lien, faire rentrer dans l'univers, faire rentrer dans le branding et donc pour ça, ce que j'appelle le parcours du héros, donc c'est vraiment un petit peu le storytelling de la marque, «Ah beh, voilà, je me suis rendu compte que, je sais pas, genre, quand je mettais mes chaussures, en dessous de mes chaussures quand je rentrais du sport, elles étaient toujours sales. Du coup, ça m'embête parce que, bah, il faut que je les nettoie et c'est pas très écolo et ça me saoule. Du coup, bah, j'ai cherché sur internet, sur des sites américains, des solutions qui existaient, j'ai pas trouvé. Du coup, je me suis dit: «Bah, voilà, il faut que j'apporte quelque chose de ce nouveau de à ce niveau-là». Donc je me suis mis à contacter des personnes qui étaient dans le milieu et cetera. Bon là, j'improvise, hein, faut savoir. J'improvise mon parcours du héros, mais c'est ça, genre la situation initiale, la problématique, le comment j'ai résolu le problème et la solution vraiment pourquoi elle est meilleure que les autres, quoi. C'est vraiment, bah, 4 mails en fait, ça suffit largement. Toujours avec ce concept de on on est conscient du parcours client de notre lecteur, on fait attention à l'accroche, on fait attention au PS, hem et on est clair aussi. Notre message, il faut qu'il soit le plus clair possible, qu'il soit le plus lisible possible et ça, c'est déjà très dur à faire au final. Mmh. Et après, 5 emails, 4 à 5 emails comme ça, les gens, ça va créer un lien d'intimité avec nous. Ils vont avoir l'impression de nous connaître depuis toujours. Enfin, pour ceux qui lisent, parce qu'évidemment, il y en a qui vont pas lire, tous les emails, il y en a toujours. Mais du coup, ceux qui vont lire, c'est bonus, en fait, parce qu'ils vont aussi pouvoir parler de nous, à l'extérieur. On n'est pas une marque quelconque où, bah, tu reçois un email: «Bienvenue, voici ton bon de réduction». Là, qu'est-ce que tu vas aller raconter à ta famille, à tes voisins, à tes amis? Bah, c'est creux, en fait, il y a rien à dire. Alors quand il y a eu toute une histoire intéressante, même ça peut faire plaisir, ça nous donne quelque chose à raconter, ça va nous rendre intéressants et du coup, ça peut faire, on devient un micro-influenceur en quelque sorte. Ouais, mais c'est exactement ça. On est plongé un petit peu dans les dessous, dans le pourquoi du comment, l'idée du produit est venue. Après, des fois, c'est plus ou moins simple de le faire, hein. Comme tu dis, quand tu vends des agrafes, c'est un peu plus compliqué, mais généralement, il y a toujours un petit peu, une histoire de pourquoi enfin, il y a toujours une différence entre ton produit et le produit des autres. Il faut le mettre en valeur ou même toi, en tant que chef d'entreprise, tu as peut-être une différence et tu as peut-être une des valeurs que tu Mmh. veux transmettre à travers ces produits-là et donc tu peux jouer aussi là-dessus, faire ton parcours du héros un petit peu à toi, mais basé sur tes valeurs, les valeurs que tu veux transmettre, en fait. Et ça, Le c'est hyper puissant parce que comme tu dis, il y a des choses à raconter. On sait que quand on achète ce produit, on achète tout l'histoire aussi qu'il y a derrière et c'est ça qui est très intéressant. Exactement et j'ai un exemple qui me vient en tête là, c'est un e-commerce, c'est River Home Depot qui font, de l'aménagement, intérieur et ils ont une activité associative où ils aident, où ils logent des SDF. Et du coup, ça, quand la communauté alors c'était fait, sans arrière-pensée au début, c'était fait, vraiment, c'était pas fait pour en faire de la pub, si tu préfères, mais du coup, ça s'est su, par la communauté et la communauté, derrière a trouvé ça, génial.
Donc, faut pas hésiter de parler même de choses qui n'ont pas forcément un rapport direct avec le produit lui-même, mais qui peuvent avoir un rapport avec nos valeurs, effectivement. Ouais, c'est ça, faut soit le produit, en fait, en fait, on va avoir 2 cas de figure. Si c'est un produit qui est un peu, on va dire hors du commun, dans le sens où, ben, voilà, une agrafeuse, c'est un peu basique, ou un stylo, c'est un peu basique, quoi. On réinvente pas la roue en faisant ça. Donc dans ce cas-là, vaut mieux peut-être jouer sur les valeurs. Genre mon stylo, ben, il est cool parce qu'en fait, on l'a pensé éco-responsable, on l'a pensé, de manière à ce que l'encre ne s'use pas, et donc tu pourrais écrire toute ta vie Ou avec. qui soit Et rechargeable. Ouais. bah, voilà. Là, je dis des trucs un petit peu au pif, mais je pense que l'idée est là, c'est vraiment plus les valeurs de nous, qu'est-ce qu'on a voulu transmettre en vendant ce produit. Mais si on a un produit un peu plus, bah, là, ça va être plus dans la technologie, dans les caractéristiques du produit un petit peu innovant, mais on va pouvoir jouer là-dessus. Bah, là, on a trouvé ce nouveau produit parce il a résolu un problème qu'on avait avant et qui était pas résolu par d'autres, enfin, qui n'était pas résolu tout simplement. Donc il y a vraiment ces 2 axes-là qu'on peut mettre en avant, et je pense que c'est Ouais. les 2 axes principaux. Après, on peut faire plein de choses sous plein de formes différentes, mais je pense que globalement, si on n'a pas de séquence, email et qu'on veut en écrire une, je pense partir sur ces 2 chemins-là, heu, on peut pas trop se tromper. Mmh. Et moi, j'aime bien dire que les e-commerce ne sont pas dans le business des objets, mais ils sont dans le business des humains. Et c'est important, c'est la relation avec l'autre personne qui va faire acheter et réacheter. Alors évidemment, si tu as besoin de manger, tu t'en fiches de qui te le vend. C'est une question de vie ou de mort. Mais par contre, pour tout le reste, tu veux de l'attachement à la marque, tu veux autre chose qu'un simple objet, en fait. Tu veux une vraie histoire qui est derrière. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est par rapport à quand l'objet est quelconque, comme tu le disais, c'est faire parler les gens, les employés, par exemple, le patron, ou les gens qui ont déjà acheté, mais qui ont déjà eu une relation avec le service client, par exemple, et montrer que c'est pas juste du blabla, en fait, que c'est pas juste des mots, et faire parler des gens, en fait, pour qu'ils entendent le message par une autre Ouais. voix, en fait. Ouais, c'est le concept de show don't tell qu'on a beaucoup Exactement, en oui. opérative. C'est facile de dire: «Mon stylo, c'est le meilleur», mais si c'est un ancien client qui l'a utilisé, qui dit: «Ce stylo-là, c'est le meilleur que j'ai jamais utilisé de ma vie», c'est pas le même poids. Ouais, C'est pas la même valeur. C'est comme appuyer des choses par des chiffres ou, démontrer que, c'est simple, c'est exactement le avant-après, pub de lessive, tu vois? C'est genre, plus blanc regarde que avant blanc. mon produit, regarde après avec mon produit, j'ai pas besoin de t'expliquer que mon produit, il va bien laver ton linge, il va le rendre plus blanc. Tu le vois, c'est du concret. Bon, après avec les mots, on peut pas montrer, enfin, on peut mettre des images dans les mails, mais je préfère pas trop dire aux e-commerce de mettre des images dans les mails parce qu'après ils nous en mettent partout. Mais c'est possible de le faire. Il faut que ce soit pertinent, quoi. Hem, Et mais justement, puisqu'on parle d'image et de texte, qu'est-ce que tu dirais, quels sont les avantages du texte par rapport aux images dans un email comme celui-ci? Là, après, ça peut rentrer dans des choses beaucoup plus techniques, par exemple, tout simplement, moi, je pense à des questions de délivrabilité, des questions Mmh. d'atterrir dans les spams ou pas, via les boîtes de messagerie comme Gmail. On n'a pas envie de se retrouver dans les spams ou dans l'onglet promotion. Et donc plus on met d'images ou plus on met de mots du style, -20%, offre exceptionnelle, Noël, des trucs un peu, très commercial, plus on va se retrouver, dans l'onglet promotion, et c'est peut-être pas forcément, on n'a peut-être pas envie d'être trop catégorisé comme, le spam. Bon, ben, on comprend vite pourquoi on veut pas être dans les spams, mais dans l'onglet promotion, ça peut faire trop, «Ah lui, je vais pas regarder, je vais regarder plus tard, de toute façon c'est que des pubs». Tu vois, on veut éviter ça, donc c'est important de faire beaucoup de texte, et il y a cet enjeu-là de délivrabilité qui est très technique, mais il y a aussi un petit peu, l'enjeu un mail à la base, c'est quand même des même si on dit: «Une image vaut 1000 mots», sur un mail, faut écrire. C'est aussi par là que passent les informations, parce que les visuels, c'est bien beau, mais des fois c'est pas très clair, et on comprend pas vraiment le message qui va être transmis, quoi. Ouais, c'est ça, pour afficher un -70, ça passe bien. Après, pour passer les émotions, c'est un peu plus compliqué que des émotions juste basiques où on voit les gens, sourire ou pleurer.
mais ça reste des images et c'est statique. Alors qu'effectivement, les mots, pour communiquer, rien de mieux. Et aussi, les gens voient qu'on parle leur langage. Mmh. On n'a pas ça avec les images. Ouais, après on peut le simuler avec les images, c'est-à-dire prendre des images, heu, en fait, si on a des références communes, si on met une image par exemple d'un film et qu'on a tous les 2 la référence, on va être un petit peu liés, tu vois? Genre: «Ah, il a mis cette image de tel film, moi je connais ce film», on est liés. Mais je suis d'accord, c'est indirect, et par les mots, c'est beaucoup plus simple d'avoir les mêmes références, le même langage, le même niveau de langue et cetera. Ça, c'est bon, après c'est des là, on était dans le très très théorique tout à l'heure, là, on est dans le très technique. Faut pas non plus, trop se prendre la tête avec ça dans un premier temps. Si vous suivez un petit peu les structures de mails que je vous ai données, si vous vous tenez compte de à qui vous écrivez, quelle est votre intention, quel est votre message, déjà si vous arrivez à faire ça sur un mail de 500 à 750 mots, c'est déjà bien. On va pas et puis testez-le. Au pire, s'il marche pas, il y a, 30 personnes qui vont vous lire et voilà, tant pis. Mais, Et quand on dit si ça marche pas, hein, comment ça se verra, c'est certainement les gens vont pas cliquer. C'est pas qu'ils vont se désabonner. Donc vous avez une deuxième chance après, de toute façon. ouais, c'est pas ça, ouais, c'est carrément qu'ils vont pas trop lire ou parce qu'en fait, Oui, le pire qui peut se passer, c'est que la personne dise: «Oh putain, il me fait un peu chier ce mail, ça m'intéresse pas trop, j'arrête de lire». oui, c'est ça. C'est pas la mort. Faut dédramatiser ça, ça aussi, tu vois? Et il ira lire le PS. D'où l'intérêt de le mettre Ouais, bien en vue à la fin. par contre, généralement, il ira lire le PS. Et surtout si le PS, dans le premier email, c'est ce qu'on lui a promis. Donc il ira le chercher, il va pas l'oublier. Ouais. Ah ça c'est sûr, si tu lui donnes ce qu'il veut, si on donne à une personne ce qu'elle veut, elle va aller le chercher, hein. Il y a pas de c'est comme les enfants, si tu lui dis, «Si tu es sage, tu auras une glace ou une sucette», ça va être sage, parce que ça veut la chose. Bah, c'est pareil. C'est pareil pour les mails, on est des enfants, c'est c'est comme ça. Voilà, alors la séquence, si vous en avez pas, mettez un premier email en place. Vous pouvez le faire tout seul avec, ce qu'on vient de vous dire et après si vous voulez améliorer, vous pouvez faire appel à Duncan, par exemple. Du coup, vous verrez bien les pourcentages, comment ça va exploser après. Mais de toute façon, vous dites-vous bien que vous partez de zéro là. En ce moment, vous avez quasiment rien, en fait. Même si vous avez un email, c'est pas beaucoup. Il est certainement, pourri vu ce qu'on voit. Hem, du coup, donnez un peu vos valeurs, dites, qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes, pourquoi, qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous a poussé à vendre, les objets que vous vendez? Voilà, tout ce qui vous anime et ça va créer un lien beaucoup plus fort. Ça va réduire le cycle de vente, comme on le disait tout à l'heure. Les gens, quand ils vont acheter après, comme ils vous connaissent, ils vont avoir tendance à racheter d'autant plus facilement. Ça facilite vraiment la vie et ils vont aussi parler de vous, derrière plus facilement. Donc, et quand vous allez leur demander ce que vous devriez faire si vous ne le faites pas, quand vous leur demandez des avis aussi, clients, ils vous les donneront plus facilement. Enfin, vous réduisez vraiment tous les cycles et vous facilitez, grandement la vie. Est-ce que tu voudrais, rajouter quelque chose sur ce thème-là de la séquence de bienvenue? Heu, ouais, j'ai envie de Ouais, donner un petit vas-y. conseil pratique, par rapport à l'écriture parce que moi Ouais. c'est mon métier donc j'écris tous les jours, en fait. Donc il y a pas de souci, mais si vous écrivez pas tous les jours, moi je connais un petit peu le syndrome de la page blanche, les trucs comme ça. Juste écrivez, au pire le mettez pas en place, relisez un petit peu après à tête froide, mais ce qui est important c'est d'y aller, c'est d'écrire et on voit ce que ça donne et les chiffres ils parleront toujours mieux que nous. On peut toujours relire son mail et se dire: «Ah là j'aurais pu dire ça, là j'aurais pu dire ça», mais au final on le teste, on regarde les chiffres, si ça marche, c'est que c'était bon. Si ça marche pas, Et OK, on peut regarder. Mais il faut un peu se décomplexer là-dessus parce que je sais que c'est aussi pour ça que les gens, que les e-commerce, ils procrastinent sur l'écriture des mails parce que, ils y arrivent pas, ils ont pas l'inspiration, «Qu'est-ce que j'écris?» et tout. Non, faut un peu se détendre. On vous a quand même donné pas mal de pistes d'écriture, de structure. Il y a pas de souci. Si jamais, on peut en discuter, je vous donnerai une petite structure personnalisée, il y a pas de souci. Mais il faut un peu se détendre, il faut y aller. On écrit un petit peu, avec notre cœur. C'est un peu débile dit comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens.
faut se mettre dans l'émotion, il faut garder en tête la cible, l'intention, le message C'est qu'on ça, veut ouais. passer, ça c'est hyper important. Après on écrit et on peut relire à tête reposée et cetera et après on met en place, on teste, on regarde les résultats et après on analyse et on prend des conclusions. C'est ça. Si on respecte cible, intention, message, euh, la page est plus vraiment blanche en fait déjà avant qu'on commence parce on est bien cadré et dès qu'on est cadré, c'est beaucoup plus facile d'écrire. Et je donnerai une technique que j'aime bien, moi, c'est du mal à écrire. Faites écrire par quelqu'un d'autre dans votre équipe et reprenez le message à la fin. Faites-le en 2 fois en fait. Vous savez que ça va être mal fait, ça ne sera pas ce que vous voulez, mais c'est des fois plus facile de transformer quelque chose, d'avoir de la matière sur laquelle on part, que de créer à partir de rien. Donc, ça peut être une autre technique que vous pouvez utiliser pour avancer si vous avez le syndrome de la page blanche, justement. Ouais. Et j'ajouterais une autre technique aussi qui existe et qui est toujours sur le même principe, où vous pouvez aussi vous inspirer de ce que fait la concurrence, à condition qu'elle le fasse. Donc ça, c'est un autre problème, mais vous pouvez vous inspirer d'autres sites internet, d'autres sites e-commerce. Et si vous faites de la veille, ce que vous devriez faire de toute façon dans votre métier, vous avez peut-être déjà vu des séquences d'onboarding, des séquences de bienvenue qui peuvent vous inspirer, que vous pouvez reprendre, modifier à votre sauce. À la fin, ça ne peut rien avoir, mais ça vous donne un cadre pour avancer. Ouais, mais je pense que s'inspirer de l'infoprenariat parce qu'ils sont très, très forts sur les mails. Ils vont vraiment faire des séquences, vraiment travaillées et cetera. Donc je pense l'infoprenariat pour pas justement tomber dans ce copier-coller d'un concurrent ou d'un autre e-commerce, Ouais, pour s'inspirer un peu ailleurs, je pense l'infoprenariat et pour ceux qui savent pas ce que c'est l'infoprenariat, parce que j'ai dit ça plusieurs fois, parce très juste. que c'est évident, c'est tout ce qui est la vente de formations, de produits d'information. Donc généralement, c'est des formations en ligne, que ce soit audio, vidéo, et donc il y en a plein, notamment sur le Make Money, on appelle ça, donc tout ce qui est, créer son business, il y a plein de créateurs de contenu là-dessus et donc je pense que vous pouvez vous inspirer un peu de ces séquences mail, là qui sont généralement, en moyenne, beaucoup mieux qu'en e-commerce. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'en ai une belle, moi, si vous voulez vous inscrire chez moi, sur les secrets du e-commerce, la newsletter, vous avez les 5 premiers, c'est une séquence de 5 emails justement, où je raconte mon histoire, comment j'ai été amené à aider les gens et d'où je tiens tout mon savoir en fait. Comment Ouais, j'ai le appris ça. parcours du héros, un petit peu comme ils Voilà, disent. de zéro à héros, comme on dit, ouais. Exactement, c'est celui que j'ai utilisé. C'était ton exemple, mais. Et avec le PS qui va bien à la fin, j'ai tout fait bien. Nickel, où est-ce que les gens peuvent te retrouver Bah, s'ils ont envie de. sur mon LinkedIn, moi je suis très actif sur LinkedIn. Bon, là récemment il a été, comme je t'avais dit parce que pour ceux qui le savent pas, Pas tout le monde en ça fait fait. plusieurs fois enfin personne ne le sait d'ailleurs, il y a que nous. On a reporté plusieurs fois l'enregistrement de ce podcast parce que, il y a une fois j'ai été malade, la semaine dernière je crois, mon compte, LinkedIn a été temporairement suspendu et d'ailleurs il est retemporairement suspendu aujourd'hui. Je pense que Je je me suis trop demandais, actif sur ouais, je m'en doutais aujourd'hui parce que je me disais tiens, ça bouge pas, enfin il y a rien. ouais. Effectivement, et comme c'était notre canal de communication principal, bah voilà, on a raté l'enregistrement. Donc ouais, je suis sur LinkedIn, Duncan Lacoste, c'est mon nom, Duncan Copywriter, je pense que vous me trouvez. Il y a pas de Et souci ça et je suis sera en commentaire de toute façon. OK. Bah, cool. Nickel, bah, c'était très instructif. J'espère que ça sera utile, très utile à tout le monde. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que vous auriez aimé entendre, est-ce qu'il y a des questions qu'on n'a pas abordées, enfin, et surtout les réponses qui auraient été avec, et quels sont les résultats que vous avez en faisant ça, en mettant une séquence de bienvenue en place. Et dites-nous aussi si ça ne marche pas pour vous, on pourra vous aiguiller comment faire pour que ça fonctionne également. Merci Duncan d'être venu, c'était très instructif comme je l'ai dit. Et très LinkedIn alors. Ben, merci à toi de m'avoir invité, c'était super sympa. Très belle expérience. Merci. Si, avec tout ce qu'on vient de vous partager avec Duncan, vous réussissez pas à avoir une séquence de bienvenue qui vous permet de raccourcir le cycle de vente, qui vous permet de faire acheter plus et plus souvent, c'est que il faut revenir réécouter le podcast. En attendant, je vous propose de découvrir l'extrait de la semaine prochaine où je reçois un e-commerce dans l'économie sociale et solidaire. On découvre ça tout de suite.
Donc, je suis la cofondatrice d'Empreinte d'avenir. Empreinte, une marque éco-responsable et solidaire. Nous fabriquons des alternatives aux produits jetables car nous pensons que petit geste deviendra grand. Du coup, voilà, on a une chaîne. Donc, le chantier d'insertion va faire la confection. Après, ça partira sur le site La Clé pour l'autisme pour le conditionnement, pour l'essuie-tout lavable ou plié pour les cabas et les sacs à pain. Et ils vont mettre cette petite étiquette. Notre petite étiquette, elle est en papier ensemencé. Ce sont des graines de fleurs à l'intérieur. C'est-à-dire que nous, on ne jette pas l'étiquette, on la plante. Mettre des fleurs sur le chemin des personnes en situation de handicap, vraiment, on fait partie de l'économie sociale et solidaire. Ne rate pas les prochains secrets. Abonne-toi.